Bonjour à tous. Trois étudiants de l'Université de Lille, à savoir Lewis Jean, Thibaut Silva du Master de Droit public général et contentieux public, ainsi que Walid Osmal du Master de Finance et Fiscalité publique, promotion Cambon, année universitaire 2024-2025, nous proposent une vidéo sur le contrôle comptable des dépenses et des recettes. Vidéo qu'ils ont réalisée dans le cadre du séminaire de droit administratif financier. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du contrôle comptable des dépenses et des recettes publiques. L'exécution d'une dépense et d'une recette publique implique un processus d'opérations administratives et comptables pouvant être complexe. Les opérations administratives sont du ressort de l'ordonnateur qui peut, par exemple, être un administrateur ou un élu local d'une collectivité. A l'inverse, la partie comptable repose quant à elle sur le comptable public, seule habilité à payer une dépense ou à recouvrir une recette, et comme le précise l'article 9 du GBCP, la fonction d'ordonnateur et de comptable public est incompatible en droit. De ce constat, on peut aisément affirmer que le comptable tient les cordons de la bourse et que son rôle n'est pas des moindres. De ce fait, le comptable public doit être très vigilant lorsqu'il procède à une opération de comptabilité publique, ce qui, de surcroît, l'oblige à procéder à un contrôle sur les différents encaissements et décaissements qu'il opère. Il est important de rappeler la distinction entre une opération de dépense et une opération de recette. Cette distinction est essentielle pour comprendre la différence de nature que le comptable public doit prendre en compte lors de son contrôle. Pour la première, qui est la plus compliquée, il faut qu'il y ait un acte d'engagement, donc un acte administratif autorisant la dépense publique. Une fois qu'il y a existence de cet acte d'engagement, et qu'il y a bien liquidation de la dépense publique, l'ordre d'ordonnancement peut être donné par l'ordonnateur. C'est seulement après ce processus que vient la phase comptable, avec le contrôle du comptable public prévu à l'article 19 du GBCP. Pour le second type d'opération, à savoir les opérations de recette, l'ordonnateur est chargé de constater et de calculer la créance pour ensuite adresser au débiteur de l'administration un ordre de recette. Par la suite, une fois que le débiteur de l'administration procédera au recouvrement de sa créance, le comptable public devra prendre en charge son recouvrement en contrôlant les ordres de recettes avec les documents fournis par l'ordonnateur, comme le prévoit l'article 20 du GBCP. Un constat simple peut alors être remarqué. Les opérations de contrôle de dépenses sont par nature plus importantes que le contrôle des opérations de recettes. Le contrôle du comptable public peut donc s'avérer être périlleux et son régime a fait l'objet d'une multitude de réformes. En effet, en plus du corpus réglementaire et législatif encadrant les règles du contrôle du comptable public, s'ajoute une véritable abondance jurisprudentielle de la part de la Cour des comptes, juge des comptes et des comptables publics, mais aussi de la part du Conseil d'État, juge de cassation en matière de comptabilité financière. L'étude de ces jurisprudences permet de mettre en évidence les difficultés que peuvent rencontrer le comptable public dans son contrôle, notamment dans l'étendue du contrôle que doit prodiguer le comptable public. De plus, se joint à cela de multiples réformes qui ont permis de préciser la responsabilité du comptable public en cas de manque à ses obligations de contrôle. Dans cet esprit, on peut citer l'ordonnance du 23 mars 2022 qui est venue abroger l'ancienne disposition législative de 1963 et a créé un nouveau régime commun de responsabilité financière des gestionnaires publics. Dans notre analyse, nous expliquerons dans un premier temps en détail le rôle du contrôle du comptable public lors des opérations de dépenses et de recettes et ce sur quoi son regard doit porter lors de son contrôle. Puis, dans un second temps, nous détaillerons les différentes difficultés que peut rencontrer le comptable public lors de son contrôle. Et enfin, nous analyserons le nouveau régime actuel de responsabilité des gestionnaires publics appliqué en 2023 et nous verrons quelles en sont les conséquences sur le contrôle du comptable public et sur sa responsabilité lors de son contrôle de l'exécution des opérations de comptabilité publique. Le comptable public est responsable du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant au conflit à l'État
aux collectivités locales et aux établissements publics nationaux ou locaux, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité, de la conservation des pièces justificatives, ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'il dirige. Le comptable, de par ses fonctions, représente un acteur clé dans l'exécution des opérations de dépenses et de recettes publiques. Nommé par le ministre chargé du budget, il est le seul agent public autorisé à manier des fonds publics. Autrement dit, il incarne l'organe de gestion de l'argent public. Entendu comme tout fonctionnaire ou agent ayant qualité pour effectuer au nom de l'État, des collectivités ou des établissements publics des opérations de recettes ou de dépenses, le comptable public participe, à ce titre, dans le schéma d'exécution des opérations de dépenses et de recettes par le biais des services qui, sous sa responsabilité, vont pouvoir travailler pour faire rentrer et sortir l'argent dans la caisse publique comme il se doit. Les comptables vont gérer de manière exclusive les sommes transitant par le compte unique de l'État, ce qui revient à dire concrètement que le comptable public est l'agent chargé d'encaisser les sommes au nom de l'administration d'une part et de régler les dépenses d'autre part. En définitive, ce sont les comptables publics qui vont exécuter toutes les opérations de recettes et de dépenses du budget général, des comptes annexes, des comptes spéciaux et toute opération de trésorerie, c'est-à-dire toutes les opérations financières qui incombent à l'État, comme le précise l'article 77 du GBCP. À cet égard, le comptable public s'assure, sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, de la qualité du contrôle interne comptable et du respect des principes et des règles comptables en vue de garantir la qualité des comptes de l'État, conformément à l'article 31 de la LOLF. Il a donc l'impérieux devoir de procéder à un contrôle préalable à toutes ces opérations financières. L'article 19 du décret du 7 novembre 2012 liste l'étendue de ce contrôle comptable, portant notamment sur la régularité tant des ordres de recouvrer que ceux de payer adressés par les ordonnateurs. Cette liste met en œuvre un contrôle se limitant à la légalité externe de l'acte, c'est-à-dire aux règles de compétence, de forme et de procédure. Le contrôle comptable sur les opérations de dépenses. C'est au comptable qu'il revient en effet de régler les dépenses dans les trois cas de figure suivants. Soit sur la base d'ordres qui émanent des ordonnateurs, soit au moyen des titres que les créanciers présentent, et enfin, soit de l'initiative du comptable public lui-même quand il apprécie certains cas routiniers évoqués par les textes. Le comptable, par commodité, va adapter son contrôle suivant le cas en cause. Par exemple, quand il est question des ordres de payer, le comptable procède à une vérification visant la qualité de l'ordonnateur, c'est-à-dire concrètement, il vérifie si ce dernier est compétent pour engager la dépense, et dans le cas contraire, il peut refuser de payer. Pour M. Mordac, ce refus est une prérogative importante dans le cadre du contrôle comptable. L'essentiel du contrôle comptable ici porte formellement sur la validité de la dette. L'article 20 du décret du 7 novembre 2012 vise en amont, pour le comptable, de s'assurer que l'ordonnateur a bien fait son travail. À cet effet, le comptable exerce un œil vigilant sur la justification du service fait donnant lieu à la dette. Notons que la liquidation est tributaire à la prestation du service fait et qu'il permet de vérifier la réalité de la dette en cause et constitue le préalable à l'ordre de paiement adressé au comptable public en vue de l'exécution de l'opération de dépense. À titre d'illustration, lorsque les prestations ont été effectivement exécutées par le co-contractant de l'administration, ce dernier doit obtenir le paiement. Ensuite, ce même dispositif invite le comptable à contrôler l'exactitude des calculs de liquidation de la dette ainsi que la production de l'ensemble des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance. Tout cela pour dire que le comptable doit s'assurer de la régularité de la dépense, à l'exception de son bien fondé. Il ne doit s'intéresser qu'à la régularité formelle des dépenses. De même, sur le fondement de l'article 1617-2 du Code général des collectivités territoriales, il n'est pas habilité à examiner l'opportunité de la dépense. Au terme de l'article 32 du GPCP, le comptable reçoit l'ordre de payer la dette de l'organisme public. Il est important de noter que ce contrôle de la dépense publique n'est plus systématique depuis notamment l'avènement de la LOLF. En effet, ces différents contrôles désormais, pour reprendre Madame la professeure Damaré, se font à géométrie variable
avec une intensité modulée en fonction de la nature de la dépense. On parle en ce sens de nouveaux mécanismes de contrôle qui se veut hiérarchisé et partenarial, dans la mesure où ce dernier se conforme aux risques et enjeux présentés par la dépense et de son caractère sensible. Selon M. Mordack, certains comptables qui auparavant avaient pris l'habitude de tout contrôler sans exception ont l'impression que maintenant, ils ne contrôlent plus véritablement. Il n'est toutefois pas exclu que la dépense puisse avoir lieu à l'issue du paiement sans ordonnancement préalable. En effet, l'article 32 du décret du 7 novembre précité confère au ministre chargé des Finances la possibilité d'élaborer une liste de dépenses qui pourront quand bien même faire l'objet d'un ordonnancement de régularisation après coup. C'est le cas entre autres des rémunérations et des accessoires destinés à des fonctionnaires et des agents des services civils de l'État. Autre point important à signaler est la mise en place de centres de services partagés qui, selon les dires de M. Mordack, permet de fiabiliser la chaîne de la dépense. Dans le centre de services partagé, le comptable remonte dans la chaîne de la dépense et peut effectuer la tâche de l'ordonnateur sous son autorisation bien entendu. En faisant cela, la facture arrive directement chez le comptable et celui-ci prend la totalité de la chaîne de la dépense en tâches matérielles après délégation donnée par l'ordonnateur. En résumé, le comptable public contrôle donc la régularité des actes sur la base des documents transmis par l'ordonnateur. Il contrôle entre autres sa qualité ou celle de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses, de la validité de la créance et du caractère libératoire du règlement. Par exemple, si le comptable constate des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications, il suspend le paiement tout en informant l'ordonnateur afin que ce dernier puisse, le cas échéant, rectifier le tir. De même, si à l'occasion de son contrôle, il observe que des pièces sont contradictoires, il suspend la dépense, comme le précise l'arrêt du Conseil d'État du 8 décembre 2000, Caméré. Ou encore, lorsque le juge administratif a reconnu l'illégalité d'une dépense, comme ce fut le cas dans un arrêt de la Cour des comptes datant de 2005. A contrario, en l'absence d'irrégularité, le comptable valide simplement le paiement. Le contrôle comptable sur les opérations de recettes. De même, le comptable public va être chargé d'encaisser les sommes qui reviennent à l'administration. À cet égard, il peut engager des poursuites contre les mauvais payeurs. Concrètement, l'ordonnateur transmet au comptable public les ordres de recouvrer, accompagnés des pièces justificatives qu'il faut. Le comptable public peut également constater des créances au moyen de tout autre titre ou par contrat. Il en est de même s'agissant de l'encaissement des recettes de toute nature que les organismes publics doivent recevoir. Les opérations de recettes surviennent à l'issue de 3 étapes. D'abord, comme on l'a souligné, en présence d'un acte juridique, qu'il s'agisse d'une loi, un règlement ou contrat qui crée une créance. Celle-ci va ensuite entraîner l'émission de l'ordre de recette dont le comptable public, au final, encaissera eu égard au montant de la recette. Toujours est-il, et sur le fondement de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, le recouvrement des recettes par le comptable est subordonné au préalable à la liquidation de la créance par l'ordonnateur. Le comptable doit faire preuve de diligence complète, rapide et adéquate au risque de voir sa responsabilité engagée. En cela, il sera donc possible de recourir au recouvrement forcé au cas où le recouvrement amiable s'avérerait inefficace. C'est pourquoi, dit-on, en la matière, le comptable public n'est pas tenu par une obligation de résultat, mais de moyens. Il faut aussi noter que pour le recouvrement des recettes fiscales, ce sont les comptables publics de la DGFiP principalement
qui procéderont au recouvrement de l'impôt. Pour des recettes non fiscales, le comptable va exécuter l'ordre de recette après l'ordonnancement de l'ordonnateur du titre de perception exécutoire. Des régies de recettes peuvent aussi être constituées, permettant ainsi à un même fonctionnaire de calculer et d'encaisser des recettes publiques. Ce cas de figure reste limité à une petite enveloppe et constitue un assouplissement du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Deuxième partie, les difficultés rencontrées. Depuis 2001 et la promulgation de la loi organique relative aux lois de finances, une nouvelle répartition entre ordonnateurs et comptables publics va donc être consacrée. La nouvelle logique managériale va octroyer plus de pouvoir à l'ordonnateur, laissant le comptable public sur le banc. En effet, les principaux problèmes comptables vont apparaître en amont de l'émission des titres, qui est un ordre de recouvrer une recette, et des mandats, qui est un ordre de payer une dépense. Ainsi, lorsqu'ils ne sont pas émis, alors qu'ils devraient l'être, ou lorsqu'ils le sont mais tardivement, la rectification de l'erreur produite échappe à la compétence du comptable public qui n'a pas de pouvoir en la matière. De manière plus générale, les pouvoirs du comptable public s'amenuisent au fil du temps et ce dernier perd en puissance. Ainsi, par exemple, concernant le contrôle formel des données qui comprend notamment l'analyse des comptes, le conseil et l'expertise, ce dernier n'est plus assuré par le comptable. Effectivement, cette compétence est assurée par un conseiller aux décideurs locaux, agent de la direction départementale des finances publiques. Ce phénomène se constate principalement dans le domaine financier local et hospitalier. Toutefois, il convient de préciser que depuis quelques années, les collectivités territoriales ont tendance à étoffer leurs services comptables pour reprendre la main sur ces compétences. Il est également possible de souligner que le comptable public n'a pas la compétence pour vérifier la qualité comptable, contrairement aux souhaits qui ont été réalisés durant les travaux parlementaires relatifs à la LOLF, notamment par Didier Migaud, alors en qualité de rapporteur. De plus, le comptable public ne peut, dans le cadre de ses fonctions, réaliser la comptabilité budgétaire et de gestion au vu des mentions de l'article 18 du GBCP. Toutes ces limitations vont de pair avec une qualité de contrôle de plus en plus remise en question due à la multiplication des opérations de l'État et des collectivités territoriales. Cela amène le comptable public, dans une optique d'efficacité, à faire des choix sur les opérations uniquement d'une certaine importance. Une autre difficulté rencontrée pour le comptable public est lorsque l'ordonnateur décide d'user de son pouvoir de réquisition. Ce dernier permet à un ordonnateur de forcer la main lorsque le comptable refuse de procéder au paiement. Mais le comptable public peut toutefois continuer à opposer un refus dans des cas déterminés. Dès lors, l'article L 1617-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le refus doit être maintenu en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants, ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elles devaient être imputées, d'absence totale de justification du service fait et de défaut du caractère libératoire du règlement, ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris selon les cas par les autorités. Toutefois, le comptable ne doit pas outrepasser ses compétences au risque de tomber dans un contrôle de légalité. Cela s'est déjà produit, notamment dans un arrêt du Conseil d'État en date du 16 février 2022. En l'espèce, le comptable public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un contrôle de légalité pour refuser l'ordre de réquisition. De manière plus générale, cet arrêt illustre la difficulté qui peut exister pour le comptable public entre le contrôle de légalité et le contrôle de comptabilité. Dans l'arrêt présenté, qui est un arrêt de pourvoi, la Cour des comptes avait elle-même méconnu cette distinction. Cela peut parfois amener à des situations difficiles. Ainsi, le juge administratif va considérer qu'il appartient au comptable public de vérifier l'exactitude des calculs de liquidation, comme le précise l'arrêt du Conseil d'État du 8 juillet 2005, Bassery et Cafard. Situation encore plus délicate, le juge a même été jusqu'à engager la responsabilité du comptable public lorsque le paiement a été effectué sur la base de pièces reconnues fausses, comme c'était le cas dans l'arrêt du Conseil d'État rendu en Assemblée du 12 juillet 1907, arrêt Nicole. Et ce, même si l'annulation de l'acte administratif est intervenue après le paiement, comme ce fut le cas
également dans l'arrêt du Conseil d'État 10 janvier 2007, commune d'Estevel. La même jurisprudence a été appliquée lorsque le paiement a été pratiqué sur la base de falsification grossière de pièces justificatives qui ne pouvaient échapper à la vigilance du comptable public, comme ce fut le cas cette fois-ci dans un arrêt de la Cour des comptes du 15 mai 1997, ambassade de France au Tchad. Cette pratique du juge extrêmement sévère a été très critiquée. Il est toutefois possible d'imaginer que le juge adoptera une position différente dès lors que la décharge auprès du ministre des Finances n'existe plus. Tous ces points amènent à ce qu'aujourd'hui, le rôle du comptable public est remis en question. Les arguments avancés tendent à consacrer plus de responsabilités des gestionnaires publics et un allègement des procédures et démarches administratives suivant la volonté de simplification extrême de l'administration. De plus, d'autres avancent que la profession telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne répond plus aux attentes sociétales et citoyennes. La responsabilité du comptable public lors des opérations de dépenses et de recettes. Dans l'exercice de ses fonctions, le comptable public est responsable des fonds qu'il gère. Tout défaut de fonds, irrégularité comptable ou non-recouvrement de recettes incombe à sa responsabilité. Il est donc crucial pour le comptable public d'exercer un contrôle rigoureux afin d'éviter toute mise en cause de sa responsabilité. Néanmoins, son régime de responsabilité a fait l'objet de multiples réformes au cours des 15 dernières années. En effet, les observateurs et spécialistes du droit public financier estimaient que la charge sur le comptable public au moment d'effectuer son contrôle était trop lourde pour lui, donnant lieu à des jurisprudences farfelues. La réforme de 2011 introduisant la notion de préjudice financier n'a pas permis d'obtenir les effets escomptés, car en analysant la jurisprudence de la Cour des comptes, on s'aperçoit de la résurgence des débats sans préjudice. Le comptable public était alors sanctionné sans manque financier dans la caisse qu'il gère. De plus, les distorsions et les désaccords entre la Cour des comptes et son juge de cassation, le Conseil d'État, n'a pas aidé en la matière et a obligé le Conseil d'État à délivrer un mode d'emploi pour déterminer l'existence d'un préjudice. Cette réforme, que beaucoup en doctrine a considérée comme inachevée, a laissé place à une ordonnance du 23 mars 2022 venant complètement réformer la nature de la responsabilité du comptable public. Cette réforme de 2022 fait disparaître la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, les rendant ainsi plus responsables sur leurs deniers personnels. Dans les régimes précédant la réforme de 2022, le comptable public était responsable pécuniairement des irrégularités de sa caisse. S'il y avait irrégularité dans la caisse, le juge des comptes distinguait deux cas de figure pour retenir la responsabilité du comptable public. Dans le cas où l'irrégularité commise par le comptable avait causé un préjudice financier, le comptable public était sanctionné d'un débit, qui peut être défini comme le montant de la perte que le comptable public se doit de rembourser en cas d'irrégularité dans la gestion des comptes publics qu'il gère. Dans un second cas, si l'irrégularité n'avait pas commis de préjudice financier, le comptable public était sanctionné d'une somme non rémissible à sa charge. Cette somme non rémissible peut s'apparenter à une amende pour mauvaise gestion et ne pouvait pas faire l'objet d'une remise gracieuse par le ministre du Budget, contrairement au DB. La réforme de 2022 change le mécanisme de responsabilité du comptable public car elle supprime les DB et prévoit des amendes plafonnées à 6 mois de salaire. Sur ce point, la France se distingue de ses homologues européens. En Espagne, par exemple, le tribunal des Cuentas requiert la répartition totale du dommage causé. Comme le rappelle Zimbri Lacambia, docteur en droit à l'Université de Poitiers, la véritable innovation de l'ordonnance de 2022 consiste dans l'érection de l'existence d'un préjudice financier significatif comme condition de mise en œuvre de la responsabilité du comptable public. Concrètement, pour retenir la responsabilité du comptable public, le juge financier devra déterminer si le comptable a commis une faute
dans son contrôle, puis déterminer un lien de causalité entre la faute du comptable et le préjudice financier significatif. En outre, le nouveau régime juridictionnel vise à sanctionner celui qui commet effectivement la faute, alors que le régime de la responsabilité personnelle et pécuniaire conduisait à sanctionner le comptable, quelle que soit la faute dans la chaîne de la dépense, en omettant potentiellement de sanctionner les véritables fautifs. De ce constat, il est clair que, comme le précise la professeure Stéphanie Damaré, le nouveau régime de responsabilité financière a été pensé pour limiter au maximum les cas d'engagement de la responsabilité des comptables publics. L'impact de l'ordonnance de mars 2022 sur le contrôle du comptable public. Sur le plan de son contrôle, la fonction de comptable reste inchangée. Seul son régime de responsabilité a été modifié. En étudiant les jurisprudences de la Cour des comptes de ces 2 dernières années, on s'aperçoit que le juge financier n'a pour le moment pas modifié sa manière d'apprécier un manque de contrôle du comptable public. Une disposition des articles 19 et 20 du GPCP continue à s'appliquer, comme le précise Jérôme Fournel lors d'un colloque organisé à l'INSP le 8 novembre 2023. Néanmoins, le dessein de la nouvelle réforme imposera, de par sa nature, une amélioration des relations de travail entre le comptable public et l'ordonnateur. En effet, le comptable public disposera de nouvelles missions, telles que la procédure de signalement définie à l'article L131-7 du Code des juridictions financières, qui permet au comptable public, lors de son contrôle sur la régularité de ses comptes, de signaler à l'ordonnateur toute opération de nature à relever des infractions prévues à l'article 131-9 du Code des juridictions financières. La réforme de la responsabilité des gestionnaires publics réduit la responsabilité des comptables, ce qui leur permettra par analogie de gagner en influence. Désormais, ils pourront prendre davantage d'initiatives et se positionner comme des conseillers auprès des décideurs publics, tout en respectant le cadre défini par l'ordonnance du 23 mars 2022. En échangeant avec divers spécialistes du domaine, notamment M. Mordac, ses perspectives sur la réforme du régime de responsabilité des comptables publics se sont révélées particulièrement intéressantes. Selon lui, cette réforme constitue une avancée importante, car elle réduit la charge de responsabilité pesant sur les comptables publics et permet une meilleure identification des véritables acteurs des fautes. Cependant, M. Mordac plaide pour aller plus loin en introduisant une responsabilité managériale à l'image des modèles anglo-saxons. Cette nouvelle forme de responsabilité viendrait se substituer à la responsabilité juridictionnelle actuellement exercée par la Cour des comptes. Elle consisterait en une évaluation de la gestion des comptes par le comptable public, favorisant ainsi les bonnes pratiques tout en sanctionnant de manière non juridictionnelle les fautes graves, pouvant aller jusqu'à une révocation du poste. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura permis de comprendre les rouages du contrôle comptable en matière de dépenses et de recettes. Merci beaucoup.